Bonjour et bienvenue dans notre deuxième podcast à la découverte de l'agriculture de nos campagnes. Dis papa, comment on fait l'agriculture? Je vous emmène aujourd'hui sur une exploitation agricole en Vendée, Fontenay-le-Comte. Nous sommes à quelques mètres de l'impasse Marie-Jeanne, en bordure tout près de la ville de Fontenay-le-Comte, pour explorer les multiples facettes de cette plante trop mal connue, le colza. Cette glycérine, elle a un grand pouvoir hydratant sur la peau. Je suis vraiment fier de savoir que mon colza a servi à faire du gel hydroalcoolique qui a servi à mon département et à ma région. Nous, on n'est pas là pour faire de l'écologie contre les gens, on fait l'écologie avec les gens. Moi, je fais l'écologie avec l'agriculteur, qui le fait avec moi, qui le fait avec son champ. On est ennemis de personne, on essaye de vivre ensemble, c'est tout. C'est bien votre usine qui a fabriqué du gel hydroalcoolique avec du colza ? On s'est donné rendez-vous dans la parcelle. J'ai bien fait de prendre mes bottes parce que le sol est mouillé, la terre colle un peu. Il a plu hier, mais aujourd'hui, il y a un beau soleil. Alors j'avance à l'intérieur de la parcelle, ou plutôt à côté de la parcelle, parce que le colza, il est grand, il fait ma taille, 1,50 m juste là. Je ne vois pas d'agriculteur. Ah si, je vois quelqu'un plus loin, ça doit être Bertrand. Bertrand ? Oui, bonjour Pascal. Bertrand Mittard, on se tutoie Bertrand ? On se tutoie. Bertrand Mittard, 48 ans, il exploite 145 hectares, blé, colza, tournesol, maïs, pois. Nous sommes dans une famille d'agriculteurs vendéens depuis plusieurs générations. Qu'est-ce que tu fais là, juste à côté de ta parcelle ? Eh bien, écoute, je suis en train de surveiller s'il y a des insectes sur mon colza. Alors pourquoi tu surveilles ? Parce que le colza, s'il y a des insectes, il va falloir que je fasse un traitement. Mais je surveille pour traiter à la bonne dose, au bon moment, et quand les seuils de population sont atteints. Donc tu surveilles le niveau de présence des insectes à l'intérieur de cette parcelle ? Oui. Et tu interviens uniquement en cas de besoin ? J'interviens uniquement en cas de besoin. Alors moi ça me paraît bizarre parce que je vois une bassine jaune au bout d'un piquet jaune aussi. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Alors ça, c'est une cuvette jaune qu'on installe au moment du semis et qu'on fait évoluer en fonction de la végétation du colza. Et elle nous sert à capturer des insectes. On met de l'eau avec du liquide vaisselle. De l'eau avec du liquide vaisselle ? Oui, pour que les insectes se posent dedans et restent collés. Alors c'est une minorité des insectes, c'est pour donner une image de la parcelle. Et en fin de compte... Quels insectes on voit là par exemple ? Alors aujourd'hui il n'y a que des mouches, mais aussitôt le semis on a des altises. Après au printemps, en début de reprise de végétation, on a des charançons de la tige. Ensuite en début floraison on a des milligettes. Et là tu viens, tu regardes le nombre d'insectes. Les insectes sont venus dedans. Attirés comment d'ailleurs ? Pourquoi ils viennent se jeter là-dedans ? Eh bien, tu sais bien, le colza est jaune et ma bassine est jaune, donc il y a une confusion. Et là, les insectes se font avoir, entre guillemets. Et ils ne peuvent pas repartir à cause du liquide vaisselle ? Et justement, on fait des comptages. Et en fonction de ces comptages, on intervient ou pas. Et là aujourd'hui, est-ce que tu vas devoir traiter bientôt ? Non, aujourd'hui, j'étais venu surveiller. J'ai quelques pucerons cendrés. Et on les voit les pucerons cendrés ? Oui, on les voit. Regarde, au bout de la silique, là, on voit... Alors les siliques, c'est quoi ? C'est la gousse, là ? C'est la gousse où la graine de colza est à l'intérieur. Les petites graines sont à l'intérieur. Et regarde, il y a quelques pucerons cendrés sur le bout de la silique. Ah oui, alors on voit pas bien, c'est tout petit. C'est quoi ? C'est une masse noire en bout de... C'est des petites bêtes grises. Et elles vont manger, elles vont se nourrir de la sève du colza et donc faire crever mon colza. Donc j'aurai pas de récolte sur cette silique-là. Mais pour l'instant, c'est minime par rapport à la population qu'il y a aujourd'hui sur la parcelle. Donc, pour l'instant, tu traites pas ? Pas de traitement. Tu supportes ça, ce nombre de pucerons ? En moyenne, sur cette parcelle ou sur une parcelle de colza, tu fais combien de traitements à l'année ? Alors à l'année, sur une parcelle de colza, je fais 5 à 6 traitements. Et mon objectif, c'est d'en faire le moins possible. Mais est-ce qu'on peut dire tout de même que cette parcelle qui reçoit 5 à 6 traitements à l'année, elle est bonne pour le sol, elle est bonne pour l'environnement ? Alors c'est une très bonne culture. C'est une formidable plante qui piège le carbone. C'est un piège à carbone formidable. Avec une végétation, tu vois, d'1,50 m sur un sol qui est complètement couvert. Donc là, on a un véritable puits à carbone. C'est-à-dire que pourquoi c'est plus un puits à carbone qu'une autre ? Parce que son volume de feuillage et de volume de végétation fait qu'elle capte plus que les autres cultures. Parce que tu vois, on va récolter que les graines sur cette... Ouais, le haut de la plante. Le haut de la plante, on va le récolter. Tout le reste va être broyé à la récolte avec la moissonneuse et restitué au sol. Mélangé au sol. Mélangé au sol. Après, avec un déchômage, ça va se mélanger, ça va minéraliser. Et donc, mon blé, après un colza, je fais un blé tendre. Et mon blé tendre va lui apporter des éléments minéraux. Donc, avec ce colza, tu apportes moins d'engrais après ? Voilà. Moins d'engrais, moins de produits de traitement, parce que le but du jeu sur l'exploitation, c'est de faire une rotation de culture.
je ne fais jamais 2 fois la même culture sur la même parcelle. Donc je fais du colza, ensuite je vais faire un blé. Et en alternant les cultures, ça va me permettre de faire moins de traitements, parce qu'à chaque culture va sa mauvaise herbe, va ses maladies et va ses insectes. Donc je casse les cycles et ça me permet de moins d'appliquer de traitements sur mon exploitation. Et dis donc, je vois quelqu'un près de ta parcelle de colza, là, je vois des ruches, tiens. C'est des ruches à côté de ta parcelle? Oui, c'est un apiculteur, un voisin là, qui met des ruches auprès de mes parcelles de colza depuis 2-3 ans. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Daniel est un retraité actif, adepte de course à pied sur de longues distances. Il s'investit aussi dans le centre social du village. Avec son ami Jean-Paul, il possède 12 ruches et c'est même l'un des fondateurs du rucher école du Marais Poitevin. Oui, je suis apiculteur amateur, hein, simplement comme ça pour un loisir. Pourquoi vous avez mis des ruches, des abeilles, juste à côté de cette parcelle de colza? Parce que le colza a la particularité de fleurir très tôt dans la saison. Il démarre, il permet aux abeilles de sortir de l'hiver où souvent elles n'ont rien à manger. Et ça leur fait vraiment un apport de nourriture, de protéines, de pollen très important pour elles à la sortie de l'hiver. Et d'entamer un petit peu leur cycle de printemps et d'été, de pouvoir, la reine se met à pondre et tout le cycle se met en place naturellement. Donc il y a beaucoup de pollen, c'est pour cette raison que je les mets ici. Bertrand vient de m'expliquer qu'il y a des traitements, il fait tout ce qu'il peut pour moins traiter, mais il traite quand même. Vous n'avez pas une mortalité due à ces produits qu'on met sur la culture? Je n'ai pas ressenti de surmortalité ici par rapport à sa façon de cultiver. Et puis je sais qu'il traite la nuit, que si jamais il y a un traitement obligatoire, dans la journée il me prévient, auquel cas je ferme les ruches et puis je les rouvre plus tard. Mais c'est aussi une question de bon rapport, de bon voisinage, d'entente. Je veux dire, nous on n'est pas là pour faire de l'écologie contre les gens, on fait l'écologie avec les gens. Moi je fais l'écologie avec l'agriculteur, qui le fait avec moi, qui le fait avec son champ. On n'est ennemi de personne, on essaye de vivre ensemble, c'est tout. Parfait, merci à vous, bonne journée. Merci. Bertrand, il en est à quel stade de maturité ton colza aujourd'hui? Alors tu vois, mon colza aujourd'hui, il est formation des graines dans les siliques, tu vois, ces espèces de petites de poches allongées là. Ah oui, on dirait un haricot quoi. Oui, mais c'est une silique. Et donc à l'intérieur, si j'en ouvre une, tu vas voir des petits grains verts, limite transparents, et là c'est les futures graines de colza qui sont en train de se former. D'accord, ah oui je vois, c'est les petits ronds là, ça c'est les futures graines de colza. Voilà. Mais c'est tout petit hein? C'est tout petit là, elles sont toutes petites forcément, elles sont en formation. Et le colza, tu vois, on va le récolter que début juillet, donc il faut qu'il finisse son cycle tranquillement. D'accord, et début juillet, et voilà, ça ressemble... Je t'ai emmené un échantillon de l'an dernier de colza qui a maturité. Regarde, c'est des toutes petites billes noires. Alors oui, je mets la main dedans, c'est ultra léger, je ne sens rien. Ça, les petites billes noires, ça c'est de la graine de colza. C'est de la graine de colza à maturité. C'est cette graine, hein, on l'a vu dans le premier podcast, qui d'un côté va faire de l'huile et de l'autre côté du tourteau, de l'aliment pour le bétail. Mais si tu veux, j'ai un voisin qui donne du tourteau de colza à ses vaches laitières. Tu veux qu'on aille le voir? Ah bah oui, c'est tout prêt? C'est tout prêt. On y va. À 58 ans, Eric a toujours fait du lait à la ferme de Bellevue, sur le haut de la commune de Fontaine. Il vit au milieu des vaches depuis son enfance. Donc là, on arrive dans la ferme d'Eric. Je vois les vaches là, noires et blanches, alignées sur notre gauche. Elles sont en train de manger, avec un petit médaillon à l'oreille, un médaillon orange. Ah bah je vois quelqu'un, tiens. Tiens, salut Eric. Dis-moi, je t'emmène un journaliste qui passe la journée sur mon exploitation. Il veut découvrir l'agriculture. Et on parlait de colza. Tu donnes bien du tourteau de colza à tes vaches? Bonjour Bertrand, je donne toujours du colza à mes vaches. Bonjour monsieur. Bonjour. Elles sont en train d'en manger là du colza? Oui, elles mangent du colza. Mais je reconnais pas par contre les petites graines noires que Bertrand m'a données. Voilà, c'est des granulés. Et dedans, il y a du soja, du colza et minéraux et vitamines de... D'accord, donc il y a bien du colza, on va dire pour moitié là dans ce granulé, ce concentré indispensable. 34% de colza. 34%. Pourquoi vous leur donnez du colza à vos vaches? Les vaches ont besoin d'énergie et de protéines pour produire. Et l'énergie est apportée par la ration de base, le maïs. Et je corrige cette ration avec du colza. C'est-à-dire que sans correcteur, sans colza, elles ne donneraient pas de lait? Non, ou beaucoup moins. L'intérêt, c'est que la société demande du non-OGM. Donc le colza fait partie des non-OGM. Ah oui, parce que du soja non-OGM, il n'y en a pas? Si, on peut en trouver, mais il est plus cher. Et il vient des États-Unis. Et il vient des États-Unis. Donc le colza, ça le remplace. Et le colza, c'est du local. Il vient d'où votre colza là? Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes. Donc elle mange ça tous les jours?
tous les jours, 3 kg à 4 kg par jour. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée, bonne traite pour ce soir. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. La graine de colza pressée permet donc d'obtenir une partie solide, le tourteau, c'est ce qu'on vient de voir à la ferme d'Éric, pour nourrir les vaches, mais aussi parfois les volailles, les cochons. Mais cette même petite graine noire nous donne un liquide quand on la presse, c'est l'huile. Cette huile, on vous l'a expliqué dans le premier podcast, qui termine dans nos bouteilles, qu'on a tous dans nos cuisines pour assaisonner nos plats, pour faire cuire nos viandes ou pour faire revenir, moi je sais que j'aime ça, pour faire revenir nos légumes à la poêle. Mais cette huile de colza ne sert pas qu'à ça, loin s'en faut. Sais-tu, Bertrand, qu'au cœur de la crise Covid, au printemps dernier, quand tout le monde cherchait du gel hydroalcoolique, le colza a été utilisé pour fabriquer ce gel qui tue le coronavirus et qu'on applique tous maintenant sur les mains plusieurs fois par jour. Au cœur de cette opération anti-Covid, il y avait l'usine Oléon de Venette dans l'Oise. Appelons le directeur de cette usine. Stéphane Bernard ? Oui, allô? Oui, Stéphane, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, c'est Pascal Berthelot. Bonjour Pascal. C'est bien votre usine qui a fabriqué du gel hydroalcoolique avec du colza? Oui, effectivement, ça peut paraître étonnant d'un premier abord. En fait, on utilise l'huile de colza que l'on va casser chimiquement par de l'eau injectée à très haute température, sous forme de vapeur, dans une grande colonne de 30 à 40 mètres de haut. Et en faisant cette opération, on va faire ce qu'on appelle une hydrolyse et on va récupérer ainsi 3 acides gras et de la glycérine. Cette glycérine, elle a un grand pouvoir hydratant sur la peau. Et tu sais, le gel hydroalcoolique, c'est majoritairement composé d'alcool. L'alcool a tendance à dessécher les mains. Et justement, pour éviter ce dessèchement, on va utiliser la glycérine. À qui avez-vous donné ce gel hydroalcoolique et comment avez-vous procédé? Alors tout d'abord, on était dans une situation d'urgence. Donc on a fait appel au volontariat. Et donc on a tout simplement par email proposé aux collaborateurs qui le souhaitent de passer un peu de temps à faire du conditionnement de gel hydroalcoolique au moment de la pause déjeuner. On a eu énormément de mobilisation. On a été surpris. En l'espace d'un quart d'heure, les équipes étaient constituées et les collaborateurs, et je peux te dire avec le sourire, d'ailleurs à l'époque on ne portait pas de masque, donc ils étaient largement visibles, ces sourires, avec le sourire, on conditionnait ce gel hydroalcoolique en bidon de 20 litres. Tu sais, nous, la glycérine qu'on fabrique, elle est avant tout fabriquée en camion de 25 tonnes, donc on a justement besoin de conditionner en petits bidons pour un usage dans les hôpitaux. Les salariés dans ton usine, ils ont fait ça bénévolement sur leur temps de pause? Oui, exactement. Oui. Et ça s'est fait tout naturellement. Alors l'hôpital d'Amiens, je ne sais pas si tu le sais, c'est un hôpital qui fabrique le gel hydroalcoolique et le distribue dans toute la région du nord de la France. Donc on les a alimentés bien évidemment avec l'hôpital de Compiègne. Et on a également envoyé notre gel hydroalcoolique aux pompiers de l'ouest de la France à travers les pompiers de Nantes qui sont un relais et distribuent ce gel hydroalcoolique. Donc par exemple, le gel hydroalcoolique, j'en suis certain, a certainement été distribué aux pompiers en Vendée. En Vendée où nous nous trouvons sur la ferme de Bertrand. Eh ben, je suis vraiment fier de savoir que mon colza a servi à faire du gel hydroalcoolique qui a servi à mon département et à ma région. Bertrand, durant le premier podcast, on m'a dit que l'huile de colza servait aussi à faire du biocarburant, c'est-à-dire de l'essence, si on peut dire ce terme, qu'on met dans nos moteurs diesel. Il y a 7% au minimum d'huile de colza raffinée dans chaque moteur gasoil aujourd'hui en France. Alors 7%, c'est le B7 pour les automobilistes qui nous écoutent, et 10%, le B10, on met 10% de biocarburant à l'intérieur du moteur. On peut donc prendre du B10 si on veut faire un geste plus grand pour l'environnement. Et cette glycérine qui est contenue dans le gel hydroalcoolique, elle est aussi produite à partir du biocarburant? Ah oui, d'accord. Tu confirmes, Stéphane? Oui, absolument. D'ailleurs, cela fait partie de la majorité de nos approvisionnements, la glycérine issue de la fabrication de biocarburant. D'accord. À quoi elle ressemble justement cette glycérine dont on parle là depuis plusieurs minutes? Est-ce que c'est dangereux d'abord? Alors, bien sûr que non, c'est pas dangereux. La glycérine, si tu veux, ça ressemble à de l'eau visqueuse. Voilà, pour faire simple. Donc tout d'abord, je rappelle, c'est un produit naturel. C'est incolore, c'est transparent, c'est même brillant.
Et surtout, nous, ce qu'on va rechercher, c'est absolument sans odeur. Outre le gel hydroalcoolique, donc, qu'est-ce que vous faites d'autre avec cette glycérine? Alors, la glycérine, elle a plusieurs avantages. La glycérine, c'est tout d'abord un produit avec un fort pouvoir hydratant. Donc c'est un produit qui va être utilisé en pharmacie, en cosmétique, par exemple pour la conception de crèmes, les crèmes pour les grands brûlés, à titre d'exemple. Également pour un usage pharmaceutique, c'est utilisé dans la confection de sirop. Et puis pour la petite histoire, dans la confection de suppositoires pour les bébés. Et sur l'aspect cosmétique, on va utiliser son pouvoir émollient. Alors émollient, ça veut dire tout simplement, ça va apporter une douceur sur la peau et évidemment les plus grands fabricants de produits cosmétiques utilisent largement la glycérine. Et puis la glycérine, ça apporte aussi un côté humectant. Et là, ça va être utilisé en alimentaire, par exemple, pour la fabrication de gâteaux comme les madeleines. Les madeleines, tu sais, c'est des gâteaux qui sont très moelleux et la glycérine est utilisée justement pour apporter ce côté moelleux. Ah oui, donc elle en fait beaucoup, hein, cette glycérine. Mais à partir de l'huile de colza, on n'a pas que de la glycérine, on a aussi des acides gras. Et toujours la même question, quand j'entends ce mot acide, ça me fait peur. C'est pas dangereux, ces acides gras? Non, c'est pas dangereux. On est toujours sur des produits d'origine naturelle, hein, tu l'as compris. Et donc ces acides gras sont utilisés pour en faire justement de la chimie. Alors là, je fais appel à tes cours de 3e. Hein. Lorsque l'on prend un acide que l'on fait réagir sur un alcool, on obtient de l'ester et de l'eau. Je m'en rappelais évidemment. Eh bien, nous, on est fabricants d'esters. Hein. Alors, ces esters, on les utilise dans de très nombreuses applications. Hein. C'est ça la particularité du monde de la chimie, c'est qu'on touche absolument à tout. Par exemple, on va les utiliser dans la confection des huiles hydrauliques. Alors, je vais te donner un exemple. Les huiles hydrauliques, c'est ce qui est utilisé pour actionner des vérins. Et on va les retrouver, par exemple, dans les pelleteuses, dans les tracteurs, en tout cas des engins de travaux publics qui, tu le sais, sont quand même majoritairement utilisés en extérieur, dans notre environnement et évidemment pas dans un garage. Ce qui fait que lorsqu'il y a une fuite sur un flexible, l'huile hydraulique se déverse au sol et pour éviter les pollutions, il faut absolument que les huiles hydrauliques soient biodégradables. Et c'est là l'intérêt de ces esters. Génial, je ne connaissais pas moi que cette utilisation des huiles hydrauliques. Et en fait, ça sert également à d'autres applications. Par exemple, on fait des additifs carburants, on fait des plastifiants pour les pneumatiques hiver. Également, on fabrique des additifs qui vont permettre de compatibiliser les fibres de verre dans les résines. Je suis certain, en Vendée, un certain nombre de bateaux sont faits avec des résines composites. Alors oui, là, les coques de bateau, les pompiers, et puis de quoi on avait parlé avant, le tracteur. Là, Bertrand, tu te rends compte que ton colza, il sert à 1000 choses, même chez toi ici. Oui, ça, j'étais pas au courant et ça fait plaisir de le savoir. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, c'était très instructif et très éclairant. Bonne journée à toi. Merci à tous les deux. Bonne journée à vous. Merci. Oui, vraiment étonnant tout ce qu'on peut faire avec cette graine de colza. Bertrand, j'imagine qu'on en plante de plus en plus en France de colza. Ben, malheureusement, les surfaces ont tendance à baisser. On est démarré dans les années 1980 à seulement 250 000 hectares. On est passé dans les années 2016 à 1,5 million et on est redescendu cette année sous la barre des 1 million. Ah bon? Pourquoi il y a ce recul là? Ben, malheureusement, on nous retire les moyens de production, en particulier les produits phytosanitaires, qui nous pénalisent et on a du mal à réussir nos implantations de colza et donc on en fait un peu moins. D'accord. Et toi, tu veux arrêter? Non, moi je vais continuer. Je vais faire évoluer mes pratiques pour continuer à faire du colza. Merci Bertrand. Merci Bertrand pour ton accueil à la ferme ici toute la journée. Merci à vous de nous avoir suivis à la découverte de l'agriculture de nos campagnes. Plus d'informations sur Terre Oléo Pro, sur tous les réseaux sociaux de la filière oléoprotéagineuse. Prochain podcast avec des plantes encore plus étonnantes, les légumineuses, ces plantes magiques qui naturellement mettent toutes seules de l'engrais à l'intérieur du sol. À bientôt. Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.